Bon, le café est prêt pour un autre regard sur le monde avec Café Noir et Pierre Le Bigan, auteur et commentateur métapolitique. Je suis Gilbert Dawed d'Avatar Édition et notre émission aujourd'hui s'intitule Nietzsche, l'âme en flamme. Comme d'habitude, avant de commencer, un rappel du triptyque YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner, la cloche des notifications et sur le pouce vers le haut. N'oubliez pas aussi d'intervenir en postant vos commentaires et bien entendu d'acheter nos livres et de faire des dons mensuels ou ponctuels. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Café, virtuel ou vrai, et c'est parti. Alors, cher Pierre, tu dis que Nietzsche est un devin, mais encore. Bonjour Gilbert. Oui, chez Nietzsche, il y a vraiment une dimension d'annonce, annoncer la mort de Dieu, annoncer le fait que l'homme est désormais seul. Et la grande nouveauté de Nietzsche, c'est que il souhaite remplacer en quelque sorte la figure disparue de Dieu par une nouvelle figure qui est la figure du surhumain. D'où sa conception nouvelle de l'homme, sa définition nouvelle de l'homme, qui est comme sur une corde, comme un être sur une corde tendu entre l'animal et le surhomme. Donc l'homme est défini en quelque sorte par défaut par rapport à ce qu'il n'est pas. Il n'est pas l'animal, il est plus que l'animal, et il n'est pas non plus le surhomme, il est entre les deux, en route vers le surhomme, c'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, l'homme est en train d'essayer de se dépasser en choisissant des valeurs supérieures, c'est-à-dire des valeurs qui exigent toujours plus de lui-même. Nietzsche insiste sur l'importance de se connaître soi-même. Pourquoi? Alors effectivement, Nietzsche insiste à la suite de Socrate, mais aussi de Pindare, on connaît la formule, hein, connais-toi toi-même. Nietzsche insiste sur l'importance de se connaître afin d'être toujours en lutte contre soi-même. C'est-à-dire qu'en fait, pour se dépasser, il faut être le plus grand critique de soi-même, il faut être le meilleur critique de soi-même et donc ainsi être très exigeant pour toujours plus viser plus haut. Donc voilà pourquoi il faut se connaître. La difficulté toutefois, c'est de ne pas tomber dans le dualisme consistant à se regarder vivre au lieu de vivre. Donc ça, c'est toute la question à laquelle Nietzsche s'affronte, hein, en quelque sorte. Comment se connaître sans pour autant cesser de vivre et cesser de prendre des risques. Est-ce que Nietzsche est un classique ou un romantique? Question effectivement importante. Bon, Nietzsche est à certains égards dans la lignée de Goethe, qui était à la fois un classique et un romantique, mais avant tout un classique. En fait, Nietzsche soigne son romantisme foncier par le classicisme. C'est-à-dire que ce que Nietzsche n'aime pas dans le romantisme, c'est le possible apitoiement sur soi ou apitoiement sur le monde, c'est le manque de rigueur, c'est le manque de dignité, c'est un certain manque de virilité. Donc en ce sens, Nietzsche est avant tout un classique. D'ailleurs, Nietzsche apprécie beaucoup Napoléon, qui est le type même du classique, même si le paradoxe peut être que finalement toute une bonne partie de la littérature romantique française a été post-napoléonienne, à savoir qu'elle est nostalgique de Napoléon. Mais fondamentalement, le modèle de Nietzsche, c'est le classicisme. Que veut-il dire quand il parle de se guérir de la morale? Alors, se guérir de la morale, c'est pour Nietzsche se guérir des arrière-mondes. C'est-à-dire se guérir de l'idée que l'enfer existe, se guérir de l'idée qu'il y a une autre vie après la vie. Pour Nietzsche, nous sommes dans un présent qui concentre en lui-même, ça c'est d'ailleurs ce qu'a bien vu Giorgio Locchi, qui concentre en lui-même à la fois le passé et l'avenir, et c'est une conception en quelque sorte tridimensionnelle du présent, qui renvoie bien sûr à la notion d'éternel retour. Hein. Le passé n'est jamais mort puisqu'il y a un éternel retour du passé, et l'avenir n'est jamais vraiment nouveau puisque l'avenir n'est jamais toujours l'éternel retour du passé qui se fait dans le présent. Donc, effectivement, le refus de la morale, c'est le refus des arrière-mondes, c'est le refus de la mauvaise conscience et de la fausse conscience. C'est en fait refuser la morale, c'est être tout le temps présent à soi et remplacer la morale par les valeurs aristocratiques, c'est-à-dire les valeurs d'exigence vis-à-vis de soi-même. C'est l'essentiel de ce qu'on peut définir comme valeur aristocratique, c'est être exigeant vis-à-vis de soi-même. Nous arrivons à un terme galvaudé et mal compris de Nietzsche, celui du surhomme. Est-ce quand Nietzsche parle de surhomme, est-ce qu'il parle d'un Superman
d'un post-humain, d'un transhumain. Oui, nous sommes à une époque de transhumanisme, hein, une époque où on essaye de nier la mort et en même temps de donner la mort sous prétexte de derniers soins. On appelle soin l'euthanasie. Donc effectivement, il faut être extrêmement attentif au fait que le surhomme, selon Nietzsche, ce n'est pas du tout le transhumain ni le post-humain. En fait, le surhomme ne s'est pas débarrassé des faiblesses de l'homme. Simplement, il fait avec et il essaye le plus possible de les surmonter. Hein, c'est là la grandeur du surhomme. C'est qu'il n'a pas cessé d'être humain. Il n'a pas cessé d'être un homme de passion. Il n'a pas cessé de souffrir, parce que les passions font souffrir, bien entendu. Mais il surmonte cette souffrance pour être exigeant vis-à-vis de lui-même, pour être comme sur une corde tendue entre justement l'animal et le surhomme. Parce qu'en fait, le surhomme est un horizon. On atteint difficilement la notion de surhomme. Et puis, il ne faut pas oublier que dans le Zarathustra, précisément, le Zarathustra veut à la fin redescendre parmi les hommes. C'est-à-dire qu'il s'agit de surmonter la condition humaine, mais il ne s'agit pas de l'abandonner comme un vieux vêtement, de laisser cette condition humaine pourrir au soleil. Il s'agit en quelque sorte de la transcender vers un destin plus grand et plus haut. Nietzsche, c'est viser la hauteur, c'est regarder vers le ciel, regarder vers les montagnes, regarder vers le haut. Une autre notion qui a été mal comprise et galvaudée aussi de Nietzsche, c'est la notion de volonté de puissance, qui a amené Nietzsche à être interprété comme un fanatique de la force. Est-ce que c'est le cas, Pierre? Oui, alors Nietzsche considère que la force est un moyen, mais effectivement, la force en soi n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de créer du beau et de créer du noble. Donc, en fait, la volonté de puissance, c'est avant tout une volonté vers la puissance. C'est une volonté de volonté. C'est vouloir quelque chose. Et vouloir quelque chose, ça peut être vouloir le néant, et là, c'est le nihilisme. Et au contraire, Nietzsche nous demande à tous de vouloir le beau. Hein. C'est toujours la figure de l'artiste qui inspire Nietzsche. Donc, il nous faut vouloir le beau et vouloir le noble. Et il nous faut aussi vouloir le jeu. Hein. D'où les trois figures que l'on a chez Nietzsche. La figure du chameau qui est obéissant, qui porte sa charge, la figure du lion qui affirme sa force, mais d'une manière en quelque sorte réactive, hein, et, comme bête de proie, mais soumis à des automatismes, et la figure de l'enfant. L'enfant, c'est celui qui joue. Eh bien, pour être artiste, il faut accepter en nous une grande part d'enfance, c'est-à-dire une grande part de jeu. C'est pourquoi la figure de l'enfant est valorisée chez Nietzsche. C'est en fait la figure du joueur. Finalement, que reproche-t-il à la modernité? Qu'est-ce que Nietzsche reproche à la modernité? Alors, c'est la démocratie de masse. J'insiste bien sur le terme masse, c'est-à-dire une démocratie dans laquelle le peuple est transformé en masse, anonyme, moutonnière, caporalisée en quelque sorte. Donc ça, c'est ce que Nietzsche reproche à la modernité. C'est aussi le déclin des valeurs aristocratiques, des valeurs grecques et romaines, au profit des valeurs d'égalitarisme que Nietzsche rattache au christianisme. C'est le mot de la fin? Et le mot de la fin, c'est que Nietzsche reste profondément actuel parce qu'il a vraiment pensé le nihilisme dans lequel on commençait, selon lui, à s'enfoncer à cause des sociétés de masse et aussi des guerres de masse. Et malheureusement, les sociétés de masse sont devenues de plus en plus terribles, de plus en plus des sociétés de contrôle, des sociétés de surveillance. Et je crois que Nietzsche aurait été un critique féroce des sociétés de conformisme, des sociétés de conformité, des sociétés de surveillance qui sont les nôtres. Bon, le Vigan et David, c'est fini. Merci et à la prochaine. Merci à tous et à la prochaine.